Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Commençons donc. Je m'appelle Georges. Quand ma femme a essayé de divorcer de moi juste après que j'ai hérité de la fortune de ma défunte mère, elle pensait qu'elle était maligne. Je n'avais aucune idée que la femme avec qui j'avais construit ma vie se retournerait contre moi au moment où j'étais le plus vulnérable. Elle supposait qu'elle partirait avec la moitié de l'héritage. Mais elle avait tort, et elle allait bientôt le découvrir. J'ai rencontré Michel il y a 9 ans. Nous avions la mi-vingtaine. Plein de rêves, et nous essayions de comprendre l'âge adulte pas à pas. Notre connexion semblait naturelle. Les conversations étaient fluides. L'alchimie était là. Et nous voulions tous les deux les mêmes choses à l'époque. Les premières années ensemble étaient remplies de ces petits moments magnifiques. Je pensais honnêtement avoir trouvé quelqu'un qui serait à mes côtés. Quoi que la vie nous réserve, mais tout le monde ne partageait pas mon enthousiasme. La première fois que j'ai présenté Michel à ma mère, j'ai pu voir qu'elle ne l'aimait pas beaucoup. Ma mère n'était pas impolie ou méprisante. En fait, elle était aussi polie que d'habitude, mais après le départ de Michel ce jour-là, ma mère m'a fait asseoir et m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle a dit « Je sais que t'es amoureux, Georges, mais le temps décidera de la réussite de cette relation. » Elle m'a regardé comme une mère qui avait vu assez du monde pour repérer des choses que son fils ne pouvait pas voir. Elle n'accusait pas Michel de quoi que ce soit. Elle a clarifié les choses en disant « Je ne la déteste pas, mais tu es mon seul enfant, et j'ai besoin que tu avances avec les yeux ouverts. » Cette conversation m'a marqué. Mais à l'époque, je l'ai vue comme une simple inquiétude maternelle. Je pensais qu'elle était trop protectrice. J'ai suivi son conseil, en partie, et je n'ai pas précipité le mariage. Michel et moi sommes sortis ensemble pendant quelques années avant de nous marier. Et quand nous nous sommes enfin mariés, je pensais que nous étions prêts, mais avec le recul, je réalise que ma mère avait perçu quelque chose que moi, dans tout mon engouement, j'avais manqué, même après notre mariage. La relation entre Michel et ma mère est restée la même, cordiale mais froide. Il n'y a jamais eu de dispute ou de conflit, juste de la distance. Ma mère restait polie mais réservée. Le genre de réserve qui vous dit qu'elle observe tout mais ne dira rien de plus, à moins d'y être obligée. Elle n'a jamais essayé d'interférer dans notre mariage. Elle respectait mes décisions, même si elle n'était pas d'accord, mais elle ne s'est jamais rapprochée de Michel non plus. Il n'y avait pas de longues discussions autour d'un thé ou de moments de complicité entre elles. À l'époque, je me disais que c'était normal. Tout le monde ne devient pas meilleur ami avec sa belle famille. Je me disais que tant qu'il n'y avait pas d'hostilité, ça allait. Les premières années de notre mariage étaient globalement stables. Il y avait les hauts et les bas habituels. Apprendre à vivre ensemble, s'adapter aux habitudes de l'autre, comprendre comment construire une vie côte à côte. Nous avions nos disputes, comme tous les couples, bien sûr, mais rien de majeur. J'avais passé des années à travailler dans un emploi stable dans le monde de l'entreprise. C'était sûr, mais pas épanouissant. J'avais cette envie de créer quelque chose pour moi, d'arrêter d'échanger mes heures pour le rêve de quelqu'un d'autre. Alors, 2 ans après le mariage, j'ai sauté le pas. J'ai quitté mon emploi pour créer ma propre agence. Ce n'était pas une décision irréfléchie, car j'avais fait mes devoirs, j'avais économisé, j'avais constitué une petite équipe pendant un temps, tout allait bien, mais ensuite, l'un de mes employés a gravement raté un projet majeur. Ce fut un désastre complet. Nous avons perdu non pas un, mais nos 2 plus gros clients. Ils se sont retirés immédiatement, et la bouée de sauvetage de l'agence a été coupée. Ces 2 clients représentaient plus de la moitié de nos revenus, et quand ils sont partis, j'avais l'impression qu'on m'avait arraché le sol sous les pieds. J'ai essayé de rester calme et de reconstruire. J'ai contacté de nouveaux clients potentiels, j'ai mis à jour notre présentation, j'ai poursuivi toutes les pistes que je pouvais trouver, mais aucune n'était à la hauteur pour combler le vide. L'agence est entrée dans ce que je ne peux décrire que comme un mode de survie. Nous fonctionnions encore techniquement, mais sans assez de revenus pour nous maintenir à flot. Chaque semaine, je voyais notre solde diminuer. Chaque nuit, je me couchais en sachant que les chiffres ne s'additionnaient plus. Après 2 mois à essayer de tenir le coup, le stress a commencé à se répercuter sur notre vie à la maison. Les factures ne s'arrêtaient pas, les courses ne s'achetaient pas toutes seules. Je faisais de mon mieux pour que la maison continue de tourner. Mais n'était pas assez... Et Michel ne le supportait pas. La patience que je pensais qu'elle avait s'était envolée. Elle est devenue froide, en colère, amère. J'espérais qu'elle ferait un petit effort pendant que j'essayais de redresser la situation. Je ne lui demandais pas de porter le fardeau pour toujours. Juste pour un temps, mais au lieu de me soutenir, elle transformait chaque jour en dispute. Même quand elle aidait avec de l'argent, elle s'assurait que je l'entende. Forte.
Elle se plaignait parfois pendant des heures de comment j'avais quitté un emploi parfaitement correct pour courir après une entreprise qui s'effondrait en temps réel. Et pour être honnête, je comprenais d'où venait la frustration. Mais qu'est-ce qui faisait le plus mal? C'était la rapidité avec laquelle elle a commencé à pointer du doigt, comme si tout cela ne nous affectait pas tous les deux. Comme si je l'avais entraînée dans un désastre juste pour la regarder souffrir. Ce n'était pas seulement l'argent qui créait des fissures, la vérité, c'est que les choses entre nous avaient déjà commencé à changer, nous avions traversé une période difficile avant même que la pression financière en apparaisse. Mais une fois les problèmes d'argent arrivés, ces fissures se sont élargies en gouffres que nous pouvions à peine regarder. Nous avons cessé de communiquer, la chaleur a disparu, nous n'étions plus des partenaires, nous étions des colocataires. À un moment donné, j'ai réalisé que j'étais à court d'options. J'avais essayé de maintenir l'entreprise à flot tout seul, en grattant chaque semaine et en espérant un miracle. Je ne voulais demander d'aide à personne, surtout pas à ma mère. Je veux dire, elle avait déjà fait tant pour moi tout au long de ma vie, mais la fierté ne paye pas les factures. Et voir tout ce que j'avais construit s'effondrer lentement. Ce genre de pression change votre perspective très vite. Alors un soir, je suis allé chez ma mère, je lui ai tout raconté, comment l'agence coulait, comment j'avais perdu mes meilleurs clients, comment j'avais essayé de réparer discrètement, mais je ne pouvais pas y arriver seul. Je pensais qu'elle serait peut-être déçue ou qu'elle me ferait un sermon du genre « Tu aurais dû mieux savoir », mais elle ne l'a pas fait. Elle a écouté, hoché la tête lentement. Et après quelques secondes de silence, elle s'est levée, a marché jusqu'à son tiroir, a sorti un dossier et a dit « Prends ça encore. Ça devrait couvrir ce dont tu as besoin pour te remettre sur pied. » Elle m'a donné assez pour restructurer les choses, embaucher des consultants temporaires, réviser nos propositions et remettre nos systèmes en marche. Ce n'était pas une solution magique, mais ça m'a donné de l'air et dans les mois suivants, les choses se sont un peu améliorées. J'ai attiré quelques nouveaux clients, ils n'étaient pas aussi gros que ceux que j'avais perdus, mais ils ont aidé à stabiliser le flux de trésorerie. J'ai arrêté de me réveiller en sueur, pensant que le bureau fermerait la semaine prochaine. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer à nouveau. Mais pendant que l'entreprise guérissait lentement, le mariage ne l'était pas, c'était la partie difficile, on pourrait penser que le soulagement financier atténuerait la tension entre nous, mais au contraire, cela a simplement révélé à quel point nous nous étions éloignés l'un de l'autre. Michel et moi parlions à peine. Quand nous le faisions, c'était superficiel. Nous ne passions plus de temps ensemble. Pas à cause des horaires de travail, mais parce que nous avions cessé de faire des efforts, nous mangeons dans la même pièce, mais nous ne faisions presque pas de contact visuel. Nous dormions dans le même lit, mais nous nous sentions comme des étrangers. J'essayais parfois, mais cela se terminait toujours par des réponses monosyllabiques ou du silence. Nous savions tous les deux que quelque chose se brisait, mais aucun de nous ne voulait le dire à voix haute. Alors nous avons vécu comme ça pendant des mois. Un soir, à l'improviste, j'ai reçu un appel de ma mère. Sa voix était douce, mais il y avait une gravité dans son ton que je n'avais jamais entendue auparavant. Elle m'a demandé si je pouvais venir la voir le lendemain. Je savais que quelque chose n'allait pas. Le lendemain, je suis allé chez elle, pensant qu'elle avait peut-être besoin d'aide pour quelque chose à la maison, mais quand je me suis assis, l'expression sur son visage m'a dit que ce n'était pas à propos de robinets qui fuient ou de courses. Elle m'a dit qu'elle avait un cancer de l'ovaire, pas récemment diagnostiqué. Elle vivait avec depuis presque 1 an. C'était déjà à un stade avancé. Les traitements qu'elle suivait ne fonctionnaient pas comme elle l'espérait. Ses médecins lui ont dit qu'il était temps de cesser de penser en termes d'années et de commencer à penser en termes de mois. Cet instant m'a brisé. Je suis resté assis là, complètement immobile, essayant de comprendre, mais tout semblait flou. Ma mère était mon roc. Depuis que mon père est décédé il y a 12 ans, elle a été la seule constante dans ma vie. Entendre que j'allais la perdre, c'était comme entendre que le sol sous mes pieds allait s'ouvrir grand. Je me souviens juste d'être assis là, regardant ses mains, pensant à toutes les fois où ses mains avaient tenu les miennes quand la vie devenait difficile. Et maintenant, on me disait de me préparer à lâcher prise. Les semaines qui ont suivi ont été parmi les plus dures que j'ai jamais vécues. J'ai essayé de continuer à faire fonctionner mon agence, et essayer de garder la tête hors de l'eau professionnellement, mais mon cœur n'y était pas. J'étais soit à l'hôpital, assis à ses côtés, soit mentalement bloqué dans cette chambre d'hôpital, même quand je n'y étais pas physiquement. Regarder quelqu'un que vous aimez s'éteindre lentement n'est pas quelque chose que l'on peut décrire correctement. Je restais assis là, tenant sa main, parfois en silence, parfois en parlant de rien, parce que je ne savais pas comment parler d'adieu. J'ai dit à Michel ce qui se passait, et au début, elle a réagi avec de la sympathie. Elle a dit toutes les bonnes choses,
Mais au fil du temps, j'ai commencé à remarquer à quel point elle se montrait peu. Elle a visité l'hôpital quelques fois, mais pas souvent. Quand je lui demandais, elle disait que le travail était accablant ou qu'elle trouvait les hôpitaux déprimants. Je ne l'ai pas pressée. À vrai dire, j'avais déjà accepté qu'elle et ma mère n'aient jamais eu une relation proche. Elles étaient cordiales, poliaises, même, mais il n'y avait jamais cette vraie chaleur. Alors j'ai cessé d'attendre plus. Je ne voulais pas me battre. Alors que j'étais déjà en train de me noyer émotionnellement, 2 mois, c'est le temps que ma mère a passé à l'hôpital avant que son corps ne lâche. 2 mois à regarder la femme la plus forte que je connaisse perdre lentement ses forces. Et quand elle est finalement décédée, même si je savais que cela arriverait, je n'étais toujours pas prêt. Elle m'avait toujours dit que quand son heure viendrait, elle ne voulait pas de fanfare. Elle ne voulait pas que les gens affluent ou fassent des discours. Elle voulait être enterrée discrètement, sans délai. Alors j'ai veillé à ce que cela se passe exactement comme elle le voulait. Je l'ai enterrée le lendemain, comme elle l'avait demandé. Je me suis occupé de tout, la maison funéraire, les documents, la cérémonie. Je me souviens d'être debout près de sa tombe, écoutant le pasteur parler, et pensant comment continuer quand la personne qui vous a appris à survivre n'est plus là pour vous guider. Ce fut le début d'une saison très sombre de ma vie, une que je pensais affronter avec ma femme à mes côtés, mais j'apprendrai bientôt qu'elle avait un plan différent. Une semaine après avoir enterré ma mère, j'ai reçu un appel qui m'a pris au dépourvu. C'était de son avocat. Il m'a demandé si je pouvais passer au bureau. Quand j'aurai un moment, j'ai fixé le rendez-vous pour le lendemain après-midi. En entrant dans ce bureau, je me sentais lourd. Je n'avais même pas commencé à m'habituer au fait que je ne pouvais plus décrocher le téléphone et entendre la voix de ma mère. Je m'attendais à ce que la réunion concerne des formalités, peut-être pour signer des frais funéraires ou fermer ses comptes. L'avocat s'est sorti un dossier épais. Il m'a dit qu'avant que sa santé ne se détériore, ma mère avait restructuré ses finances. Elle n'a pas seulement laissé de l'argent, elle a tout placé dans un trust. Je suis resté assis là en silence pendant qu'il m'expliquait ce que cela signifiait. Parce que, à vrai dire, je n'avais aucune idée. Il me l'a expliqué en langage simple. Un trust est comme une boîte verrouillée qui contient l'argent ou les actifs de quelqu'un. Mais seules certaines personnes peuvent y accéder, et seulement sous des conditions spécifiques. J'étais la seule personne listée dans le trust. Il n'y avait aucun autre bénéficiaire. Tout ce qu'elle avait était là pour moi, mais c'était pas de l'argent que je pouvais prendre le lendemain. Elle l'avait configuré avec des clauses qui montraient à quel point elle avait réfléchi à me protéger. Même après son départ, la clause la plus importante stipulait que je ne pouvais pas accéder au montant total avant une période de stabilité de 3 ans. Cela signifiait que je devais attendre 3 ans. Période pendant laquelle ma vie devait rester stable, pas de catastrophe personnelle majeure, surtout pas de divorce. De plus, si je divorçais pendant ces 3 ans, ou si j'étais même en plein divorce, mon conjoint serait complètement exclu de tout accès à cet argent. Pas un centime. Pas indirectement, pas par les tribunaux, pas même par la négociation. L'argent était complètement protégé des lois sur les biens matrimoniaux. Je me souviens être resté assis là, un rocher dans les mains, à le fixer. Ma première réaction fut la confusion. Je me demandais pourquoi ma mère était allée si loin. Ne faisait-elle pas confiance à Michel ? Ne me faisait-elle pas confiance ? Était-ce une prudence excessive ? Ou voyait-elle quelque chose en Michel que j'avais ignoré ? Mais la vérité, c'est que ma mère avait toujours été discrète et prudente. Elle ne m'a jamais dit combien elle valait, ne s'est jamais vantée, n'a jamais fait étalage. Elle vivait simplement discrètement, et apparemment planifiait discrètement aussi. Je n'ai pas remis en question ses choix. Une partie de moi savait au fond qu'elle voulait juste s'assurer que j'étais protégé, quoi qu'il arrive. Je suis sorti du bureau ce jour-là dans le brouillard. J'ai dit à Michel que j'avais rencontré un avocat et que ma mère m'avait laissé un héritage. Je n'ai pas mentionné le trust. Je n'ai pas parlé de la période d'attente ou des clauses. Je pensais que ce n'était pas le moment. Et honnêtement, je ne pensais pas que cela importait. Quand je lui ai parlé de l'héritage, elle a à peine levé les yeux de son téléphone. Tout ce qu'elle a dit, c'est « Ta mère était si organisée. Peut-être qu'elle ne savait pas quoi dire. » Ou qu'elle essayait d'être prudente pour ne pas sembler avide. Mais maintenant, je sais mieux, sa réaction était calculée, elle pensait déjà à l'avenir. Je ne le savais pas encore. 2 semaines après avoir dit à ma femme, Michel, que ma mère m'avait laissé un héritage, j'ai été notifié un jour de travail ordinaire. J'étais au bureau, en train de revoir des rapports, quand un homme est entré et a demandé après moi par mon nom. C'était un huissier. Il m'a tendu une enveloppe scellée et a dit « Vous êtes assigné ». Quand j'ai ouvert l'enveloppe, j'avais l'impression que le sol s'effondrait sous mes pieds.
C'était une notification de pétition pour la dissolution du mariage. En termes simples, Michel demandait le divorce. La raison invoquée était des différences irréconciliables. Je suis resté assis là pendant 1 minute, abasourdi. Bien sûr, nous n'avions pas été parfaits dernièrement, notre communication avait diminué, et les choses entre nous n'étaient plus comme avant, mais nous n'avions même pas eu de dispute récemment. Il n'y avait aucun signe avant-coureur. Aucune conversation du type « nous devons parler », juste cette lettre. Quand je suis rentré à la maison ce soir-là, je suis allé directement vers elle et j'ai demandé « Pourquoi ? Pourquoi divorces-tu sans même essayer de me parler d'abord ?» Elle n'a pas scellé. Elle ne m'a même pas regardé correctement. Elle a juste dit « Nous nous sommes éloignés, soyons adultes à ce sujet. » Puis elle est partie, comme si elle avait déjà fait la paix avec ce qu'elle avait prévu. Je ne savais même pas comment réagir. Je suis resté là, avec l'impression de parler à une étrangère. À partir de là, le processus de divorce a commencé à s'éterniser pendant des mois. C'était lent, épuisant, et ça donnait l'impression d'être coincé dans une tempête sans fin. Lors de la médiation, Michel est arrivé avec assurance. Son avocat l'a exigé avec confiance 50%, la moitié de tous les actifs matrimoniaux présents et futurs. Les mots-clés ici, actifs futurs. Elle supposait que cela incluait l'héritage de ma mère. Je ne lui avais pas dit les détails précis du fonctionnement, car franchement, je ne pensais pas en avoir besoin. Je n'avais même pas encore touché à l'argent. Tout était encore enfermé dans un trust, comme ma mère l'avait arrangé avant son décès. Ce que Michel ne savait pas, et ce que son avocat n'avait apparemment pas pris la peine de vérifier, c'était que ma mère avait imposé des conditions très strictes autour de l'héritage. Si j'étais en plein divorce pendant cette période, mon conjoint était complètement exclu. Lors d'une des sessions de médiation, la structure légale du trust a finalement été abordée. Mon avocat l'a apporté la documentation et l'a expliqué. Il a tout exposé. Comment l'héritage ne faisait pas partie du patrimoine matrimonial. Comment il n'avait jamais été déposé sur nos comptes partagés. Et comment il était légalement protégé par ces clauses. Je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de Michel quand elle a compris. Elle avait l'air de quelqu'un à qui on venait de retirer le tapis de sous les pieds. Son avocate a parcouru le document, a fureté d'avant en arrière, et a finalement reculé dans son fauteuil en murmurant « Nous devrions reconsidérer notre position ». On pouvait voir qu'il était abasourdi, lui aussi. Il pensait qu'ils avaient une revendication solide, mais ils n'avaient aucun argument. Elle avait fait son mouvement bien trop tôt, et avec les mauvaises suppositions, plan. Si on peut même l'appeler ainsi, s'est retourné contre elle. En fin de compte, le divorce a été prononcé, mais sans accès à l'héritage. Michel n'a obtenu que ce qui était disponible parmi nos véritables actifs matrimoniaux partagés. Et croyez-moi, il ne restait pas grand-chose à ce moment-là. Le règlement qu'elle a reçu ne s'approchait même pas de ce qu'elle pensait emporter. En fait, la majeure partie a été engloutie par ses frais juridiques. Mais elle n'était toujours pas satisfaite. Après le règlement, elle s'est emportée, m'a traité d'égoïste, a dit que j'étais diabolique, a dit que j'avais tout planifié avec ma mère pour la flouer. Et je vais être honnête avec vous, je ne me suis pas retenu. Je lui ai dit directement, quand je me suis assis avec l'avocat pour la première fois et que j'ai entendu toutes les clauses du trust, j'ai pensé que ma mère était allée trop loin, vraiment. Mais après avoir vu ce que tu as fait ici, je comprends maintenant, elle savait exactement de quoi tu étais capable. Elle a vu quelque chose en toi que je refusais de voir, et elle m'a protégé de ça. Ce fut la dernière vraie conversation que nous ayons eue. Le divorce a été finalisé environ 1 an après le début de tout cela. Elle est partie de son côté. Je suis parti du mien, mais ça ne s'est pas arrêté là. Quelques mois après la finalisation du divorce, Michel m'a recontacté. C'était un message tard un soir, juste une confession directe. Elle était noyée dans les dettes, et maintenant tout s'écroulait sur elle d'un coup. Elle a dit qu'elle ne savait pas vers qui d'autre se tourner. Elle a dit qu'elle se sentait coincée. Et pendant un instant, juste un instant, j'ai senti cette vieille pulsion me tirer, la partie de moi qui autrefois aurait déplacé des montagnes pour l'aider, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu « Je suis désolé que tu traverses ça, Michel, mais je ne peux pas te sauver. Je te souhaite vraiment le meilleur. » Je l'ai laissé là, parce que voici la vérité. Quand quelqu'un vous montre qui il est, surtout dans vos moments les plus bas, vous le croyez. Et quand ils essaient de profiter de votre chagrin, vous ne revenez pas en arrière pour leur donner une autre chance de le refaire. Ce fut la dernière fois que nous avons parlé avec le recul. Je me sens reconnaissant pour les signaux d'alerte, pour le chagrin qui m'a ouvert les yeux, et même pour le silence qui a suivi. Je ne vais pas mentir et dire que ça n'a pas fait mal. Ça a fait mal. J'ai perdu ma mère et mon mariage dans la même saison de ma vie. Ce genre de douleur change une personne,
mais ça vous réveille aussi. Merci d'avoir écouté